En fait, les neurosciences, on pourrait le dire comme ça, utilisent des données de neuroimagerie pour en fait appuyer des choses que l'on savait déjà. Des choses issues de la psychologie cognitive, comme je le disais, mais également, et cela ne vous aura pas échappé, hein, dans mon titre, je parle de psychologie au pluriel, de la psychologie du développement. Alors, en psychologie du développement, c'est un domaine qui offre un niveau de description supplémentaire pour comprendre, en fait, comment un individu se développe cognitivement, affectivement et socialement, et surtout à quel moment il le fait. Donc la question du moment est fondamentale. Voyez donc qu'il importe de considérer les différents niveaux de description pour appréhender la complexité de l'individu. Ces trois champs fournissent des théories qui tentent d'expliquer les mécanismes cognitifs, mais soyons clairs, nous sommes encore loin de tout comprendre et d'être sûrs des découvertes réalisées. Ainsi, l'illustration que je vais vous faire, que je vais vous présenter, montre que des théories émergent, sont séduisantes, elles ont un certain succès. De ce fait, eh bien, les gens s'en emparent, mais entre-temps, la science avance et ces mêmes théories sont critiquées, voire réfutées, et c'est trop tard. Certains se sont déjà emparés de ces théories et tentent déjà dans les classes de calquer leur pratique à ces théories. Bon alors, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps, hein. Je parle notamment ici des fameuses intelligences multiples. Alors, il convient de rester donc attentif par rapport à certaines théories. Vous l'avez compris, bien que toutes les répétitions ne se valent pas, la répétition est importante pour apprendre. Elle permet de passer d'apprentissage lent à des apprentissages plus rapides. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau quand on apprend? Et j'espère que vous ferez des liens avec une des conférences données ce matin. Au début de l'apprentissage, l'automatisme n'est pas encore installé. Et donc, c'est le cortex frontal qui est sollicité. Donc, cortex frontal situé à l'avant du cerveau qui comprend donc des régions associées à l'attention, à la planification, au contrôle et à la mémoire de travail. Progressivement, en favorisant la répétition, eh bien, il y aura diminution de l'activité dans des régions à l'avant du cerveau pour faire travailler d'autres aires cérébrales plus spécialisées. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Apprendre, c'est donc avoir progressivement de moins en moins besoin d'activer certaines régions cérébrales en lien notamment avec l'inhibition, la mémoire de travail, l'attention, donc le cortex frontal. En psychologie cognitive, on fait classiquement la différence entre les activités réputées automatiques, relatives au système 1, et les activités dites contrôlées, relatives au système 2. Alors, les activités automatiques relatives au système 1 sont basées donc sur la répétition et ont pour caractéristique d'être assez rapides, non intentionnelles, et elles requièrent peu d'efforts cognitifs. Exemple typique, quand on roule en voiture, j'espère que c'est une pratique automatique chez vous, que vous ne réfléchissiez pas à chaque fois à dire « Ok, je passe les vitesses, mais avant ça, il faut que j'appuie sur la pédale d'embrayage, etc. etc. » Un certain nombre de choses qui se font automatiquement et heureusement. 6 x 7. Waouh! J'espère vraiment que c'est parce qu'il est 14h47 et que c'est un problème juste d'attention. Vous me faites peur. Non. Vous rigolez, donc ça va. Alors, donc, les activités dites automatiques, en fait, permettent de libérer de la place dans le cortex préfrontal pour effectuer donc d'autres choses. À côté de ça, il y a les activités contrôlées qui sont plus lentes et qui requièrent, qui nécessitent, quant à elles, plus d'efforts cognitifs, plus d'intention, et puis qui sont limitées à certaines infos, qui interviennent dans des décisions beaucoup plus complexes. Elles résultent en fait d'une attention volontaire, explicite et consciente qui résiste à la distraction. Dans le système 2, la mémoire de travail joue par exemple un rôle important puisque le contenu recouvre celui de notre conscience et constitue la toile de fond de notre activité mentale.
Les activités automatiques peuvent donc sembler avantageuses dans un certain nombre de cas. Effectivement, un gain de temps, on ne doit pas réfléchir pour faire des choses simples. Et heureusement, imaginez si à chaque fois qu'on devait faire une addition plus élaborée, vous devriez effectuer des comptages, etc., etc. Mais il faut savoir qu'en exécutant des automatismes, eh bien, on ne fait pas travailler de la meilleure façon notre cerveau. Alors, les recherches que nous avons menées en neurosciences et aussi en psychologie cognitivo-développementale dans le domaine des apprentissages spatiaux permettent en fait de montrer à quel point il est important de diminuer les automatismes et d'augmenter le nombre d'activités contrôlées pour faire travailler correctement, on va le dire comme ça, notre cerveau. La majorité d'entre nous utilisons fréquemment le GPS, que ce soit à pied ou en voiture. De toute façon, je ne vous vois pas suffisamment pour vous demander si vous l'utilisez ou pas, mais je pense bien que vous l'utilisez, que vous n'êtes pas venu ici en vous aidant de l'orientation du soleil ou que sais-je. Enfin, normalement. Donc pour se déplacer, les théories en navigation spatiale disent que pour se déplacer, il existe deux grandes stratégies préférentielles. Ça a valu un prix Nobel à certains chercheurs, John O'Keefe et Moser notamment, pour ces découvertes, à savoir qu'il y a des stratégies automatiques basées sur des stimulus-réponses. Donc le fait en gros de fonctionner comme un GPS. On vous demande la route et puis vous dites ouais, c'est le deuxième à gauche, troisième à droite. Et puis il existe aussi une stratégie spatiale. Et là, c'est différent comme stratégie puisque les individus vont élaborer mentalement des cartes cognitives à l'aide de repères et d'indices visuels pour déterminer où ils se trouvent et où ils veulent se rendre. En gros, c'est la stratégie qu'on utilise quand on est privé de GPS. Alors, de récentes recherches menées en neurosciences ont mis en évidence que les individus qui utilisent une stratégie spatiale, donc ce sont ceux qui élaborent les cartes mentales, sont les seuls sujets à présenter une activité significative de l'hippocampe. Vous savez, le truc qu'on trouve dans l'eau. Ok, non. Blague à part. Et ça, c'est très intéressant comme donnée. Il a par ailleurs été démontré que la stratégie spatiale, celle qui n'est pas basée sur l'automatisme, est quant à elle associée à plus de matière grise au niveau de l'hippocampe. Et il s'agit d'un fait important puisque l'on sait que la diminution de la substance grise dans l'hippocampe est un facteur de risque pour de nombreux troubles neurologiques et psychiatriques et le développement, notamment à plus long terme, de pathologies comme la dépression. Ils ont aussi remarqué une diminution de l'activité cérébrale chez ceux qui utilisent une stratégie de type stimulus-réponse. Alors, pour y aller rapidement, mais quand même pour vous montrer qu'en labo, avec des élèves, cette fois-ci pas dans les classes, je passe pas tout mon temps en classe quand même, parfois on demande à des élèves de venir en labo, même si parfois je prends mes valises et puis je vais moi-même dans les classes pour mener des expériences de labo en classe, parce que c'est plus facile de travailler avec les élèves comme ça, eh bien on a pu confirmer ce résultat par des recherches menées avec des élèves âgés entre 6 et 15 ans. Les jeunes élèves utilisent une stratégie spatiale non basée sur des automatismes, et à partir de 11 ans, la stratégie spatiale préférentiellement adoptée est une stratégie de type stimulus-réponse basée sur des automatismes. Très concrètement, cela signifie qu'il est possible et qu'il est important de faire fonctionner correctement son cerveau au quotidien. Abandonnez donc le GPS à certains moments. Les automatismes sont importants, mais voilà, on a vu que les élèves, au début, ne fonctionnent pas uniquement par automatisme. Ils vont créer des choses. Donc, il faut savoir aussi qu'une fois que le processus automatique est enclenché, eh bien, d'importantes ressources doivent être mobilisées pour l'arrêter. On parle alors d'inhibition. L'inhibition, c'est un concept qui nous vient de la psychologie cognitive. C'est un concept qui a été remis au goût du jour puisqu'il date des années 30. Et donc, Houdel définit l'inhibition comme une forme de contrôle cognitif et comportemental qui permet au sujet de résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, aux distractions et aux interférences, et de s'adapter aux situations complexes par la flexibilité. À l'école, les exemples requérant l'inhibition ne manquent pas.
Si vous avez des élèves qui écrivent « je les mange avec S », c'est peut-être un problème d'inhibition. Si vous écrivez « je vous les apporterai EZ », c'est peut-être un problème d'inhibition. Alors, savoir aussi pourquoi les représentations erronées sont-elles si difficiles à corriger, ce serait, selon certains auteurs, un problème d'inhibition. Parce que quand on apprend, les représentations erronées ne disparaissent pas, il faut donc apprendre à les inhiber. Il y a une expérience qui a été menée par Steve Masson, qui proposait 3 représentations de systèmes électriques, et ils ont demandé à des experts et des novices de donner la bonne réponse, de sélectionner la bonne réponse. Eh bien, les recherches montrent que quand on compare les activités cérébrales de novices et d'experts, on remarque que les experts qui donnent la bonne réponse, c'est parce qu'ils ont réussi à changer leur fausse conception, à surmonter leurs erreurs fréquentes. L'IRM montre par exemple une activation plus importante dans plusieurs régions cérébrales liées à l'inhibition, et il semblerait donc que les experts inhibent quelque chose. Ils inhiberaient en fait leurs fausses conceptions qui ne sont jamais disparues de leur cerveau. Alors, apprendre ne serait donc pas seulement changer de conception, mais également apprendre à contrôler ces conceptions, ces réflexes initiaux.